Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur Horizon Universe et bienvenue dans déjà la dernière pile de l'année 2022. C'est un truc de fou, on est déjà en décembre et je suis déjà en train de vous parler des derniers livres que j'ai lus cette année. Alors vous le voyez, aujourd'hui, là où vous voyez cette vidéo, on est le 25, donc je vais probablement encore lire des livres jusqu'au 31 décembre. Mais voilà, pour que la vidéo sorte avant la fin de l'année, c'était un peu le dernier choix que j'avais. Donc je la fais aujourd'hui et je la fais légèrement en décalé, ça ne veut pas dire que je ne lirai pas d'autres livres en décembre. Mais j'en parlerai en janvier, parce que de toute façon, j'ai déjà commencé ma pile du mois de janvier, j'ai pris un petit peu d'avance. Et je vais arrêter de parler maintenant parce qu'on a beaucoup de livres à voir, et on commence tout de suite avec Gateway de Frederick Paul, sorti en 1977 et traduit par La Grande Porte en français. Dans un futur plus ou moins lointain, l'humanité a découvert une sorte de porte des étoiles, de Stargate, le Gateway, une structure alien abandonnée depuis des millénaires, avec des vaisseaux au fonctionnement complètement incompréhensible, mais pouvant transporter des personnes absolument n'importe où, mais sans qu'on décide de l'endroit où ça nous emmène. Possibilité donc de faire de très gros profits en arrivant, par exemple, sur une planète riche en ressources, ou de mourir dans d'atroces souffrances, ou de ne jamais revenir. Robinette, notre personnage principal, Bob ou Rob, selon les personnes, un homme très riche et en thérapie, raconte son arrivée sur le Gateway et comment il en est arrivé à son niveau et extrêmement riche. J'en attendais beaucoup de ce bouquin après le magnifique Gem que j'ai adoré, que j'ai lu en août il me semble, et même si je suis loin d'être déçue, plusieurs petites choses m'ont fait un petit peu tiquer malgré un scénario hyper original pour l'époque. Déjà tout ce qui touche à la sexualité et surtout à l'homosexualité est vomitif, on va le dire de la manière la plus simple. Le livre a beau avoir été écrit dans les années 60-70, le lire en 2022, le fait que tu aies envie de t'en prendre une parce que ta mère t'a jamais dit je t'aime, spoiler mais c'est pas grave, voilà quoi, c'est lourd. En règle générale, le personnage principal, c'est le moins intéressant du livre. Il est ennuyeux à mourir. C'est un connard misogyne, couard, lâche et à peine supportable. Et ce même avec le dilemme de fin, qui aurait rendu n'importe quel personnage appréciable, c'est dire si vraiment il a été mal écrit ou si en tout cas on l'a vraiment poussé à ce que ce soit un personnage détestable. Et pourtant, le livre est une véritable pépite de créativité sur les artefacts aliens, l'incidence sur la vie des hommes, et c'est pour ça que au final, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. La vie sur le Gateway est hyper intéressante à lire, j'ai adoré le côté méga corporation internationale où ton ton est compté, et l'action juste suicidaire de se lancer dans un vaisseau alien pour aller chercher des ressources, je trouve ça juste hyper intéressant. C'est vraiment du coup dommage d'avoir fait de la banalisation de l'homophobie assez basique quand tout le reste était juste brillant. Et nous continuons avec le premier tome de Great Cities, The City We Became, ou Jeunesse de la Cité, sorti en 2020 et écrit par N.K. Jemisin. Dans ce livre, toutes les villes ont des âmes et toutes deviennent vivantes. C'est le tour de New York de naître, chaque quartier vivant au travers d'une personne, Brooklyn, Queens, Staten Island, Manhattan et Bronx, devant défendre l'avatar de New York contre une force venant d'une autre dimension, dont le seul but est de détruire les villes avant qu'elles ne naissent. Alors oui, j'en suis bien consciente, dit comme ça, c'est un bordel et on n'y comprend pas grand-chose. Et je vous rassure, c'est tout aussi incompréhensible à la lecture, en tout cas au début. Tellement que j'avoue, vraiment accroché que passer la barre genre des 200 pages, soit plus de la moitié du bouquin. Je suis pas une grande lectrice d'urban fantasy à la base et j'avoue m'être trouvée un peu au dépourvu, même si au final j'ai globalement bien apprécié le livre. La plume qui m'avait tant fait aimer The Broken Earth, vidéo qui arrive en 2023, soyez hypés, rend les personnages très attachants et vers la fin on se prend au jeu de la défense de la ville en mode Power Rangers, un petit peu, faut l'avouer. Un peu difficile à appréhender donc surtout pour les gens qui ne sont pas new-yorkais, je dois dire, parce que beaucoup de références à cette ville et son paysage culturel et social sont faits. Et quand t'es pas dedans, même si tu connais bien New York, parce que c'est quand même la ville principale d'Hollywood, c'est un peu difficile, mais relativement fun, avec une fin qui me donne envie d'en savoir plus. Un pari plutôt réussi donc. Et continuons avec Tenlo de Stark Holborn, sorti en 2021 et sans traduction pour le moment. Tenlo est une médic vivant sur la planète Arrakis-like de Factus, essayant de réparer ses erreurs et de vivre avec ses péchés passés. Un jour, elle trouve dans les décombres d'un crash une jeune fille, Gabriella Ortiz, une enfant soldat redoutable, générale de la force armée principale du parti politique en charge. Tenlo doit donc aider Gabriella à quitter la planète, malgré tous les obstacles sur leur chemin. Alors c'est simple, on m'a vendu, et c'est marqué derrière, du Dune avec du Firefly. J'aurais pas eu du Dune avec du Firefly et c'est moins qu'on puisse dire. À la place, on a un livre oubliable, à l'environnement certes prometteur mais trop peu développé pour vraiment avoir un impact quelconque sur le lecteur.
Tout est beaucoup trop simpliste, notamment les trucs sur les méchants, sur eux, les veilles qu'il y a dans le bouquin qui auraient pu être intéressants. Mais au final, c'est du réchauffé, déjà vu maintes et maintes fois, et au final très peu intéressant quoi. Il y avait vraiment un vrai potentiel, mais le world building est juste trop pauvre pour vraiment engager à la lecture. Réellement dommage pour le coup. Et une de mes grosses déceptions de cette année. C'est vraiment bizarre de se dire que j'ai mis 1 an avant de revenir sur du Chana Miéville avec Kraken. Kraken aussi en VF, sorti en 2010. Une des pièces maîtresses du musée d'histoire naturelle de Londres, un calamar géant surnommé Kraken, disparaît sans aucune trace d'effraction. Billy Harrow, le biologiste / conservateur qui a alerté sur sa disparition, interrogé par le commissaire Baron, apprend qu'on soupçonne une secte adoratrice du Kraken et que Billy, pour ses grandes connaissances de la bestiole, serait visé par ces fameuses sectes. Alors, vous le savez peut-être si vous avez regardé mes vidéos de l'année dernière, mais j'avais adoré The City and the City du même auteur. Par contre, j'ai passé genre tout le long du bouquin, ou presque, à me demander qu'est-ce que le fuck j'étais en train de lire. Et c'est une vraie question. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien barré. Ça parle de sectes, de pouvoirs magiques quasi mystiques à la London Monsters, genre les magiciens de Londres. Ça rappelle un petit peu The City We Became d'ailleurs, c'est marrant que je le lise le même mois. Des flics paumés, des meurtres, enfin bref, c'est un joyeux bordel auquel j'avoue ne pas avoir nécessairement accroché. C'est hyper imaginatif, mais je trouve qu'il manquait quelque chose pour que j'adhère vraiment au délire. Peut-être un peu trop sérieux, ou trop YOLO pour moi, je sais pas trop, et je crois que je suis un peu le cul entre deux chaises avec ce bouquin. Néanmoins, ça me donne quand même envie de découvrir un peu plus sur l'univers de l'auteur, parce qu'entre les deux livres, ça n'a rien à voir et c'est hyper intéressant. Passons au tome 3 des Rain Wild Chronicles City of Dragons de Robin Hobb, sorti en 2012 et traduit par Les Gardiens des Souvenirs / Les Pillards, parce que c'est 2 bouquins en français. 3e tome de la saga, donc, où on relate, spoilers, mais du coup si vous regardez la 3e partie, j'imagine que soit vous n'êtes pas intéressé, soit vous savez déjà, l'arrivée des dragons et de leurs gardiens dans l'antique cité de Kelsingra, alors que l'hiver arrive. Et du coup, il manque sévèrement de ressources. Leftrin, le capitaine, repart avec le Tarman à Treehog pour refaire le plein de vivres, rapportant avec lui, et malgré lui, la fabuleuse découverte, ce qui ne plaira pas à tout le monde bien sûr. Et en parallèle, on a plein des trucs un petit peu secondaires, mais pas trop, notamment sur Malta et sur Selden. Et j'ai décidément vraiment du mal avec cette saga. Voir des dragons se la péter alors qu'ils font strictement rien du tout, ça m'énerve. Suivre la vie sexuelle d'adolescents me gêne au plus haut point. Surtout l'utilisation de cet terme, genre mate, ça me... Je sais pas, ça me fout des frissons quoi. Et toute la partie sur la maternité / l'accouchement, spoiler, de Malta, est juste hyper inconfortable pour moi. Et je comprends, ce sont des termes hyper forts à la saga, mais c'est juste pas pour moi. Et j'ai déjà dit, les termes qui tournent autour de la maternité, de l'accouchement, de la grossesse, c'est un truc, moi, je n'aime pas ça. Mais en soi, je crois que mes passages préférés sont ceux, encore une fois, sur Cédric, Alice et Leftrin, donc les gens normaux qui se retrouvent au milieu du Dragon Business, mais qui ne sont pas vraiment liés, ce qui est quand même un souci dans une saga qui tourne autour des dragons. Mais bon. Alors, c'est sympathique, ça se lit bien mieux que le 2e d'ailleurs, mais je crois que j'accroche vraiment pas. Mais il m'en reste un, alors je vais quand même finir. Passons à mes lectures en format e-book avec This is How You Lose the Time War, Les Oiseaux du Temps en VF, sorti en 2019, et écrit par Amal El Motar et Max Gladstone. Red, une soldate de l'agence, trouve au milieu des débris d'une bataille une lettre de Blue, soldate du Jardin, la faction ennemie. Une correspondance entre les 2 agentes se forme alors au travers du temps et de l'espace, dans le passé et dans le futur, à Atlantis comme à Londres. Et s'il y avait typiquement un bouquin qui n'aurait pas dû me plaire, c'est celui-ci. Je ne suis pas une grande fan d'histoire d'amour, en tout cas pas quand c'est le point central du livre, mais là j'ai été absolument happée par l'ambiance, réellement et résolument sci-fi. Je veux dire, 2 factions qui se battent pour le contrôle de l'espace-temps, c'est juste hyper cool. Mais aussi par les échanges de Red et de Blue, par l'histoire qui se dessinait sous mes yeux. Enfin, je veux dire, j'ai eu peur, j'ai ri, vraiment ri, j'ai pleuré, et vraiment pleuré. J'ai ressenti des émotions. Et ça, c'était magnifique. Lisez ce bouquin. Tout autre registre avec Lords and Ladies, Nobliaux et Sorcières en français, sorti en 1992 et écrit par Terry Pratchett. Après leurs aventures à Génois, Granny Weatherwax, Nanny Ogg et Magrat retournent à l'Ancre où Magrat apprend que le roi Verens a déclamé leur futur mariage. Et puis il y a des Crop Circles qui apprend donc à Granny et Nanny que des univers parallèles parasites avec des elfes viennent s'immiscer dans notre monde. Les elfes étant des créatures aussi meurtrières et dangereuses que magnifiques dans ce livre. Et c'est un super opus de la saga avec des personnages et des évolutions vraiment cool, notamment Magrat, mais Diamanda m'a aussi bien fait marrer, et j'ai adoré le concept d'elfes pas sympathiques parce que ça change vraiment.
Bref, comme toujours avec le Disque Monde et Pratchett, j'approuve. T'as même un double pouce bleu. Passons maintenant à Artemis. Artemis aussi en français, écrit par Andy Weir, est sorti en 2017. Nous y suivons Jazz Bashara qui vit au jour le jour dans la seule ville lunaire existante, Artemis, en tant que livreuse de colis. Un jour, un très puissant businessman lui donne un boulot plutôt dangereux, mais si bien payé qu'il lui permettrait de vivre confortablement et de régler une dette importante pour elle. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors, bon, j'adore Andy Weir. Project Hail Mary est un des livres les plus cools que j'ai lu cette année et un des plus cools que j'ai lu tout court. The Martian est fun et inventif. Mais ça là, j'ai même pas l'impression que ce soit écrit par le même auteur. Mais vraiment pas. C'est facile, plat. Et pourtant, le world building est, comme d'habitude pour Andy Weir, super fun, le côté art science est sympa. L'idée même de l'économie d'Artemis est, sans casser trois pattes à un connard, plutôt cool à suivre. Mais Jazz fait partie de cette catégorie de personnages que je déteste. La catégorie « je suis une petite rigolote trop quirky, mais en fait secrètement un putain de génie ». Ces personnages me sortent par tous les orifices, ça m'horripile. Je déteste tout ce que Jazz représente, toutes ses actions, toute son histoire, et du coup j'ai pas pu accrocher au livre. Déception 2000. Passons maintenant à Alien Earth. Alien Earth, également en VF, écrit par Megan Lindholm, est sorti en 1992. Dans un futur lointain, la Terre, tellement polluée qu'elle en est devenue dangereuse et toxique, a été abandonnée par les humains, aidée par des aliens insectes nommés arthroplanes, et par des créatures appelées Anil, et vivent maintenant aux abords et sur les planètes jumelles Castor et Pollux. Le conservatoire a mené une campagne de modification des humains menant à une adolescence très longue et à des changements physiques tels qu'ils ne peuvent plus se reproduire seuls. Un groupe Terra Informa met en place une expédition pour la Terre. Tout d'abord, encore une fois, merci aux éditions ActuSF de m'avoir envoyé ce livre. Et je dois avouer que je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Le world building est certes très sympathique, j'aime l'idée d'un conservatoire qui supervise tout, et de races extraterrestres aux intentions floues, avec une relation symbiotique intéressante. Mais pour le reste, j'avoue que j'ai pas vraiment accroché. Peut-être que je suis plus spécialement habituée à la VF, mais j'ai trouvé le bouquin assez vide, en fait. Aucun des personnages ne sont intéressants à suivre, John est un gros con, Connie est stupide, bref, on ne sait pas trop ce qu'il fout là, je sais pas, je vois pas trop l'intérêt. Plus que tout, pourquoi le conservatoire ment sur l'état de la Terre? Les hommes sont déjà modifiés et endoctrinés. Qu'est-ce que ça change? En fait, il y a plein de questionnements du même genre qui me chiffonnent pas mal et qui ne m'ont pas rendu la lecture super agréable. Le prémisse de base est vraiment intéressant, mais du reste, désolé Robin, parce que c'est Robin Hobb, Megan Lindholm, ça n'était pas pour moi, encore une fois. Ça non plus, c'était pas pour moi. The Divide No. 2, The Exiled Fleet, écrit par J.S. Hughes. Suite directe du premier livre, je vais pas entrer dans le détail pour pas vous spoiler. Même si des faits, en fait, j'ai tellement détesté ces deux tomes que j'ai pas grand chose à vous dire. Vraiment pas. Le prémisse, comme trop souvent, est hyper intéressant et promettait un petit livre de space opéra sans prétention, mais sympathique comme on les aime. Et au final, nous avons un gloubi-boulga de concepts scientifiques, moraux et sociaux qui ne collent juste pas ensemble et des personnages ennuyés à mourir. Cavalon en tête de mire, bien sûr, c'est encore une fois le mec stupide qui passe son temps à faire du sarcasme de merde mais qui en fait est un putain de génie. Adequine, c'est un petit peu pareil. L'idée est bonne, l'exécution laisse à désirer. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Children of Memory de Adrian Tchaikovsky, sorti en novembre 2022, donc tout récemment. La Terre se meurt et dans un dernier élan pour sauver ce qu'il reste de l'humanité, et au reste Holt, capitaine du Enkidu, voyage à travers l'espace avec son précieux cargo humain pour recommencer à zéro sur une nouvelle planète. Oh, ce livre, putain, ce livre. Si son prémisse de base ressemble beaucoup à celui de Children of Time, s'il traite des mêmes sujets et thèmes que le reste de la saga, ce livre n'en reste pas moins un des plus intéressants, des plus beaux, des plus poignants et des plus humains que j'ai pu lire. J'ai déjà une admiration sans faille pour Tchaïkovski, notamment grâce à Children of Time, qui est, vous le savez peut-être, mon livre ultime préféré. Et ce livre ne fait que grandir encore plus l'admiration que j'ai pour Tchaïkovski. C'est un livre sublime qui se classe parmi le top du top des livres que j'ai pu lire cette année ou dans ma vie tout entière. C'est magistral, c'est du très haut niveau et un incontournable pour moi de la SF moderne. Vraiment. Je ne peux pas expliquer plus que ça, c'est un livre qui se ressent. Lisez-le, parce que c'est... Bref, je vais encore pleurer si j'en parle trop, donc lisez ce bouquin. Et enfin, nous passons à 1Q84 de Haruki Murakami. Tengo est un professeur de mathématiques, passionné de littérature, devant réécrire le roman d'une jeune fille dyslexique.
Et de l'autre côté, nous avons Aomame, une coach sportive tuant des hommes violents dans son temps libre. Très différents du coup, tous deux d'apparence, mais en fait liés par une sorte de destinée complexe entre l'année 1984 et l'année 1Q84. Alors il apparaît que j'avais lu ce livre il y a très longtemps, je devais être au collège ou au lycée, peut-être seconde par là, et on me l'a offert récemment pour mon anniversaire, donc merci à toi Noémie si tu me regardes. Allez savoir comment j'ai pu oublier un livre pareil, oublier en tout cas que je l'avais lu, parce que du coup l'histoire m'est revenue en le lisant. Mais c'était extrêmement marquant en fait dans un sens comme lecture. Murakami, un auteur que j'aime beaucoup, j'en ai quelques-uns là-bas sur la table, c'est ça que je regarde là-bas, a une manière d'écrire qui fait que le rien, le plus insignifiant, devient extrêmement intéressant. Et ces personnages, même si étranges, sont hyper attachants. J'ai énormément aimé ce livre et son histoire un petit peu folle, et j'ai très hâte du coup de replonger dans la suite et de le découvrir avec des yeux d'adulte. Attention, ceci dit, si vous avez du mal avec le sexe, les conversations sexuelles et les violences faites aux femmes, voire même avec, on va se l'avouer, le lexique un petit peu sexiste, c'est peut-être pas forcément pour vous, donc à voir. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous a plu, c'était une petite vidéo bien remplie pour cette dernière lecture de décembre. Il y a eu vraiment du très très lourd, hein, en tout cas en ce mois-ci, avec en tout cas Children of Memory qui est... Voilà, que j'ai fini il y a peut-être 2 heures et qui encore là me tourne dans la tête et je pense qu'il va me trotter dans la tête pendant quelques temps. Voilà, je vais arrêter cette vidéo pour là. C'est pas la dernière vidéo je crois que j'ai postée, quoique si. C'est la dernière vidéo de l'année parce que la prochaine elle sortira le 1er. Donc merci à vous de m'avoir suivi cette année. Merci à vous pour tout l'amour et tous les encouragements et le soutien que vous m'avez donné cette année. Et trinquons à 2023, à nos lectures et à la SF. À bientôt dans l'univers.